Où en est-on sur le plan de la dette ici au Québec par rapport au reste du monde? Vous avez probablement tous vu sur les ondes de TVA à un moment donné un compteur qui roulait à un rythme effréné et qui vous montrait à chaque seconde le nombre de milliers, de millions de dollars d'augmentation de la dette. C'est une trouvaille de cet institut très progressiste qui est l'Institut économique de Montréal. Mais c'est une malhonnêteté intellectuelle difficile à égaler, parce que si l'Institut économique de Montréal avait été honnête, il aurait mis une autre roulette à côté, un autre compteur, qui aurait montré comment est-ce que le produit intérieur brut augmente. Et là, on aurait été obligé de constater que le produit intérieur brut a augmenté plus vite que la dette, de sorte que le rapport de la dette au produit intérieur brut, au cours des 10 dernières années, a diminué. Le monde entier calcule l'état de chaque économie en fonction de son produit intérieur brut et mesure le niveau de la dette, non pas en termes absolus, mais en termes relatifs, en pourcentage du produit intérieur brut. L'endettement du Québec, du secteur public du Québec, selon la méthode de l'OCDE, comme je viens de vous le dire, avec les composantes dont je viens de parler, on arrive à 54% du produit intérieur brut. 54%? Comment ça se fait que le gouvernement dit, lui, 94,5%? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Bien, il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est que dans son calcul de l'endettement selon la méthode de l'OCDE, le gouvernement du Québec et ses conseillers, vous savez, les sages, le comité des sages de l'an dernier, là, ses conseillers, soutiennent que pour évaluer la dette du Québec selon la méthode de l'OCDE, il faut imputer au Québec une part de la dette du Canada. Il fallait y penser. On pourrait dire, mais pourquoi? Parce que, normalement, si on regarde la méthode de l'OCDE, pourquoi est-ce que l'OCDE considère la dette du gouvernement central, la dette des gouvernements de paliers inférieurs, la dette des municipalités, etc.? C'est parce qu'à chaque niveau, en général, le gouvernement en question, il est responsable en instance de la dette de l'administration publique de niveau inférieur. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on impute au Québec une part de la dette d'un palier supérieur, c'est-à-dire le palier fédéral dans la hiérarchie des prises de pouvoir. Cette dette nette, je dis, elle se décompose en deux parties. Il y a ce qu'on appelle la bonne dette, en jargon populaire, et ce qu'on appelle la mauvaise dette. Quand on emprunte pour investir dans des infrastructures, on emprunte pour réaliser des investissements durables. Si on emprunte pour réaliser ces investissements, qu'il est normal qu'on puisse concevoir qu'on les rembourse sur une longue période. C'est pour ça qu'on parle d'une bonne dette. Chaque année, le gouvernement produit un budget. Il prévoit qu'il y aura des dépenses et des revenus. Et si les dépenses sont supérieures aux revenus, à ce moment-là, il y a un déficit. Donc, il emprunte. Et ce type d'emprunt-là est considéré comme une mauvaise dette. C'est ce qu'on appelle, encore une fois, en jargon populaire, emprunter pour payer les dépenses d'épicerie. Le gouvernement nous dit, et ses experts, parce qu'ils le répètent depuis des années, que notre dette, elle est aux 2/3 une mauvaise dette et au tiers seulement une bonne dette. Alors, encore une fois, il n'y a rien de mieux qu'utiliser les chiffres du gouvernement pour démontrer que c'est faux. Auparavant, jusqu'en 1996, lorsqu'une immobilisation était acquise, on ajoutait ça aux dépenses courantes.
Et ça faisait un gros déficit, mais on tenait compte du déficit, de la part du déficit qui venait de ces immobilisations-là, puis de l'autre part du déficit qui venait des dépenses courantes au sens strict du terme. À partir de ce moment-là, on a changé de méthode de comptabilité. Ils ont commencé à calculer, à partir de ce moment-là, non plus le montant non remboursé de la dette, mais à calculer à la place de ça le solde non amorti de l'immobilisation. Ce qui veut dire qu'on ne calcule pas du tout la même chose là. Mettons que la durée de vie d'une immobilisation, on estime que c'est 40 ans. Alors, on calcule, c'est une méthode purement comptable, l'amortissement annuel de l'immobilisation en disant, bon ben, si mon immobilisation a une durée de vie de 40 ans, chaque année, sa valeur est réduite d'un 40e. Le solde non amorti est diminué d'un 40e, de sorte qu'au bout de 40 ans, il n'y a plus de solde non amorti, tout est amorti. On peut faire la somme des dettes contractées au cours des années précédentes, depuis 1971 jusqu'en 1996, des dettes contractées pour l'acquisition d'immobilisation, et puis de la dette contractée à cause de déficit budgétaire. Et on fait le total, et on constate que 48% de la dette, c'est de la bonne dette, que 52% de la dette, c'est de la mauvaise dette. Ça, les chiffres sont là, c'est tout simplement une addition de chiffres dans les colonnes. En 1997, quand le gouvernement a décidé de changer de méthode de comptabilité, savez-vous à quoi il est arrivé comme chiffre de départ, à partir duquel les années suivantes ont été calculées? Il a calculé que la part de la dette découlant des immobilisations représentait 7% de la dette et que la part de la dette découlant des déficits cumulés représentait 93%. Conviendrait qu'entre une répartition 7%, 93% et une répartition 48%, 52%, il y a une sacrée différence. La seule et unique raison pour laquelle le gouvernement en est arrivé là, c'est que ce qu'il a calculé, ce n'est pas le solde non remboursé de la dette, mais le solde non amorti des immobilisations. Alors, comme ces immobilisations résultaient d'investissements faits au cours des 10, 20 ou 30 années précédentes, ben, vous comprendrez qu'une immobilisation acquise il y a 30 ans, sa valeur non amortie aujourd'hui, elle est presque nulle. Donc, en utilisant cette méthode-là, le gouvernement est arrivé à un chiffre absolument impossible de 7% pour représenter la dette représentant la bonne dette et 93% pour. Par la suite, à partir de 1996, il y a eu une loi, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui a empêché le gouvernement de faire des déficits budgétaires. Donc, il n'y a plus de l'accroissement du déficit cumulé. Là. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a eu 40 milliards d'augmentation de dette depuis ce temps-là. C'est toute de la bonne dette. Normalement, en partant d'une répartition de 48-52, si on ajoute par après uniquement de la bonne dette, c'est pas possible qu'on arrive à moins que 48-52. On va arriver plutôt à quelque chose de l'ordre de 60-40. Moi, c'est l'évaluation que j'ai faite. Vous voyez tout de suite la logique derrière ça. C'est qu'à partir du moment où on aurait une dette qui serait principalement composée de déficits cumulés trop importants, quelle est la conclusion? C'est qu'on a dépensé au-dessus de nos moyens. On a vécu au-dessus de nos moyens. Il est temps qu'on réduise les dépenses publiques. C'est ça la rationalité à laquelle ce type de calcul-là nous amène. C'est pour ça qu'il est très important de savoir que la répartition de la dette entre bonne dette et mauvaise dette, ce n'est pas 1/3 de bonne dette et 2/3 de mauvaise dette, c'est presque exactement le contraire.